Bonjour, je voudrais commencer par vous remercier pour l'accueil réservé à Mature Afrique, qui aura dans quelques jours un mois. Je veux porter avec vous la foi que, à travers Mature Afrique, ensemble, nous allons contribuer à ériger une mentalité positive, partagée à une majorité d'entre nous. Cette quatrième vidéo est une vidéo de discours général et de mise au point que j'intitule « Monde noir, ressaisissons-nous ». Aujourd'hui, des sujets comme l'esclavage et les traites négrières, la colonisation ou l'histoire de l'Afrique et du monde noir en général intéressent de plus en plus la jeunesse africaine. Et c'est tant mieux. Alors, il est important de donner des repères spatiaux et temporels justes afin de prémunir cette jeunesse, de prémunir l'opinion de façon générale contre les inventeurs de fables. À propos d'esclavage et de traite négrière, pour savoir de quoi on parle, il est important de noter que la traite négrière faisait la fortune du royaume de Ghana à un moment où il n'y avait pas encore une seule cathédrale en Europe occidentale, c'est-à-dire à un moment où l'Occident n'avait pas grand rayonnement international, à un moment où l'Occident était plutôt sur la défensive face à la chevauchée des conquérants de l'islam. Il faut savoir que quand Kankan Moussa, roi du Mandingue, se rendait à la Mecque en l'an 1324 avec près de 9 000, 10 000 esclaves noirs qui seront vendus au Maghreb, en Égypte et en Arabie. Aucun Européen n'avait encore mis les pieds en Afrique noire. Il faut savoir que jusqu'à la fin du 19e siècle, donc ça c'est assez récent, il y a juste un peu plus d'un siècle, le Dahomey, premier fournisseur d'esclaves aux marchands européens depuis la décennie 1720, donc depuis le XVIIIe siècle. Le Dahomey refusait de mettre fin à sa manne financière de la traite négrière que les États européens interdisaient depuis le début du siècle. Même si l'esclavage existait toujours aux Amériques et dans les Caraïbes, la traite atlantique était devenu un commerce illicite, mais qui était toujours, qui attirait toujours trafiquants et autres contrebandiers. Donc dans cette seconde moitié du 19e siècle, il faut le savoir aussi, les Britanniques, pour mettre fin à la traite négrière illégale, des fois devaient dédommager financièrement les potentats locaux du golfe de Guinée pour qu'ils cessent de livrer leurs esclaves aux contrebandiers. Tout ça, ce sont des faits. Aujourd'hui, bon, c'est facile de vouloir tout nier, mais nous avons commercé avec des gens. Les traces de toutes ces choses sont chez eux. Donc on ne peut pas nier. Ce sont des faits. Ces quelques faits suffisent à dire que personne n'a infligé esclavage et traite négrière au monde noir. Ni aucune race, ni aucune religion. Avant la généralisation de la colonisation européenne, les grands États noirs étaient majoritairement esclavagistes et vendeurs d'esclaves. Je fais un zoom dans mon dernier livre sur l'espace Akan. Il faut savoir que l'espace Akan, c'est aujourd'hui près de 25 millions de personnes, établies essentiellement entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et l'espace Akan était l'un des principaux acteurs de la traite négrière. Nous avons aussi l'anecdote du voyage en Éthiopie de Anténor Firmin et de Benito Sylvain. Qu'est-ce qui s'était passé suite
à la conférence de Berlin. On sait que les nations européennes se sont lancées dans le partage de l'Afrique noire, et l'Italie a lancé une offensive de conquête, a lancé une conquête de l'Éthiopie, une guerre pour conquérir l'Éthiopie. Et en mars 1896, à la bataille d'Adwa, il y aura la victoire de l'Éthiopie face à l'Italie. En plein partage de l'Afrique, après Berlin, 1885, ben, cette victoire de l'Éthiopie constitue un événement planétaire. C'est une victoire définitive d'une nation africaine face à un pays européen. Ça a eu autant de retentissement que la victoire du Japon face à la Russie à peu près 10 ans plus tard. Et cette victoire a assuré un prestige international à l'Empire éthiopien ainsi qu'à Ménélik II, son dirigeant, qui était devenu une véritable icône de la liberté du monde noir. Et les Noirs, aux Amériques et dans les Caraïbes, ben, en éprouvaient une fierté, une légitime fierté. Les gens se sentaient vraiment touchés par cela. Et Benito Sylvain et Antenor Firmin sont deux Haïtiens qui vont faire le voyage pour aller rencontrer Ménélik II, pour établir des contacts, parler de l'émancipation du monde noir. C'est l'occasion de rendre un grand hommage à ces personnes-là qui ont été les tout premiers à comment dire, porter cette conscience noire, ce panafricanisme qui devait rassembler tous les Noirs du globe, quels que soient les continents sur lesquels ils vivaient. Et Benito Sylvain et Antenor Firmin vont être un peu déçus, parce qu'ils arrivent dans ce pays qui est le pays de la liberté du noir. Les Haïtiens qui se sont battus contre la France pour arracher leur indépendance depuis le début du siècle, ils voyaient dans l'Éthiopie le pays sur lequel ils allaient s'appuyer pour relancer la dignité du monde noir, et ils arrivent et ils constatent que l'Éthiopie est esclavagiste. Il y a des esclaves en Éthiopie. Ils vont être très préoccupés par la situation, ils vont en parler avec Ménélik II pour voir comment faire évoluer la situation. Mais bref, c'est un exemple pour dire que les États africains, les grands États africains, jusqu'à cette époque, étaient majoritairement esclavagistes. Brièvement sur les guerres entre l'Éthiopie et l'Italie, j'ajouterai que en 1935-1936, l'Italie de Mussolini va tenter de laver cet affront d'Adwa par l'invasion de l'Éthiopie qui était à l'époque dirigée par Haïlé Sélassié. Bref. Donc il est important de savoir que les États africains, dans l'ensemble, à cette époque, étaient vendeurs d'esclaves. C'est le lieu aussi de préciser que le Mossi, les Mossi dans les États multiséculaires, qui ont résisté au Ghana, qui ont résisté à l'islam, qui ont résisté aux Mandingues, aux Soraï, les Roms aussi, les États Mossi n'ont jamais été vendeurs d'esclaves. C'est important de le noter. Mais je sais que ce n'est pas l'histoire qu'on vous raconte. On vous raconte depuis l'après-guerre des histoires qui font du noir une victime innocente des traites négrières. Ce mensonge, orchestré par les stratèges staliniens, mené par les partis communistes occidentaux et autres intellectuels compagnons de route à leur solde, était destiné à susciter la haine du colonisateur européen et contribuer à son rejet par les Noirs. Alors, quelles sont les réalités de la colonisation? Il faut dire qu'à cette époque, ce gros mensonge sur les traites négrières est accompagné de bien d'autres. Tous destinés à la réalisation du leitmotiv décolonisation ici et maintenant. C'était le sens de l'histoire. Sens de l'histoire décidé par les États-Unis d'Amérique, qui voulaient profiter de l'affaiblissement exceptionnel des nations européennes
pour démanteler leurs empires coloniaux, donc décidés par les États-Unis d'Amérique, et forcés par l'Union soviétique, qui voulait se saisir de l'opportunité du démantèlement des empires coloniaux européens pour s'offrir une influence planétaire dans sa lutte contre le capitalisme. Donc, les États-Unis et l'Union soviétique, les deux superpuissances, ont un leitmotiv de colonisation ici et maintenant. Donc, il y a des mensonges qui vont accompagner des mensonges concernant la traite négrière, à propos de la colonisation. Le premier mensonge concernant l'entreprise coloniale postule que la colonisation débute par un braquage du noir par le blanc qui débarque. Il n'y a qu'à lire l'aventure Mbédu de Cheikh Hamidou Kane pour voir comment sa belle plume restitue cette supposée annexion manu militari du monde noir par le colonisateur blanc. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. La colonisation s'est imposée généralement après 4 siècles de contact et de commerce. 4 siècles, pas 4 ans ou 40 ans, 400 ans. Comme une évolution souhaitée par une majorité du monde noir. Enfin, les Noirs voient le monde évoluer. Ce n'est pas des idiots. Et on a des exemples précis. Les Tswana ou les Moussi ont pratiquement supplié Britanniques et Français de les prendre sous administration. Les chefs Tswana ont envoyé plusieurs courriers pour demander à la Grande-Bretagne de les prendre sous son administration. Ce qui fut fait en mars 1885. Pour le pays Moussi, en juin 1888, Boukari Koutou, le futur Moronaba Wabogo, rencontre l'explorateur Benjé. Il faut dire que Benjé, l'explorateur français, était installé en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années. Il a arpenté toute cette zone. Et Boukari Koutou, comme toutes les populations de l'Hinterland, voit très bien l'évolution des populations qui sont en Basse-Côte à travers leur contact avec le blanc. Donc, il veut, pour l'intérêt de son peuple, profiter de cette nouvelle donne aussi. Donc, Boukari Koutou rencontre Benjé et lui offre des présents pour sceller son amitié avec l'explorateur français. Où avez-vous vu un résistant en pleine résistance offrir des présents à un conquérant hostile? Croyez-moi, si le pays Moussi n'avait pas voulu du blanc, il s'en serait suivi probablement la plus grande résistance à la pénétration coloniale en Afrique. Parce que le pays Moussi, les royaumes Moussi étaient des royaumes indomptables. Ils ont résisté au Ghana, ils ont résisté à l'islam. Que dire des Fontis et de leurs alliés dans l'espace Akan? Les Fontis et leurs alliés du Sud suscitèrent et participèrent à la soumission de l'Ashanti par la prise de Koumassi en janvier 1896. Donc, comme le dit Cheikh Hamidou Kane, un matin les Blancs sont arrivés et puis tout le monde était obligé de s'aligner. Non, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Le second mensonge est que la colonisation de l'Afrique noire ne fut qu'une entreprise de prédation. Que non. En seulement quelques décennies, le monde noir connaît une évolution phénoménale. Unité politique et territoriale pour des peuples majoritairement émiettés en clans ou tribus. En Côte d'Ivoire, nous disons Côte d'Ivoire 67 000, mais c'était 60 micro-États. L'unité territoriale et politique dans un espace donné, c'est un bien, c'est un apport de la colonisation. Mesures d'hygiène et de santé, se traduisant par une explosion démographique dans toute l'Afrique noire. L'éducation, l'école, l'urbanisation, la réalisation d'infrastructures de communication. Bref, un développement phénoménal en seulement 40, 50, 60 ans. Peut-être le plus grand développement à une telle échelle de toute l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qu'on raconte?
Oh oui, il serait bien naïf de croire un colonisateur uniquement motivé par la générosité ou la grandeur d'âme. Le colonisateur prend toujours quelque chose, bien sûr. Mais du point de vue du colonisé, ce qui compte, c'est ce que le colonisateur donne en contrepartie de ce qu'il prend. Prenons l'exemple euh, euh, de la Gaule qui était colonisée par Rome. Oui, il y a eu conquête, il y a eu des guerres, conquête de Jules César. Il y a eu une résistance qui s'est organisée autour de Vercingétorix. Il y a eu la bataille d'Alésia. Et puis bon, finalement, les Gaulois ont été vaincus. Leur chef, Vercingétorix, va mourir dans les geôles des Romains. Les Gaulois vont être vendus comme esclaves au début de la colonisation romaine. Mais au bout de 4 siècles, qu'est-ce que les descendants de ces Gaulois la retiennent? Ils retiennent leur civilisation gallo-romaine dont ils sont fiers. Ils se disent, ah oui, Rome nous a permis d'accéder à la modernité de notre époque. Ils sont très fiers de leurs résistants, de Vercingétorix. Ils disent, oui, Vercingétorix a été notre héros. Mais Dieu merci qu'il a été vaincu. Parce que cela nous a permis d'avoir accès à la modernité de notre époque, à des choses qui nous manquaient. C'est comme ça qu'on raisonne. La colonisation est un carrefour du donner et du recevoir. Et toute l'histoire de l'humanité est faite de conquête et de colonisation. Et c'est ainsi que le fait de civilisation passe de peuple en peuple. On ne passe pas son temps à pleurer d'avoir été colonisé. C'est de la stupidité. Et les colonisés africains, ni des idiots, ni des faiblards, savaient apprécier tous les bénéfices, tous les apports bénéfiques du bout de chemin parcouru avec le blanc. Par exemple, pour l'espace francophone, il y a une preuve éclatante. De Gaulle arrive au pouvoir en 1958. Nous sommes en pleine période de dénigrement de la colonisation. Le monde bouillonnait. Il dit, bon, on demande l'avis des populations. Donc les Africains, les Noirs sont associés au référendum de 1958. Et la question pour les Noirs, c'était quoi? Voulez-vous rester dans la communauté française? Ou bien vous voulez prendre votre indépendance tout de suite? La France ne s'oppose pas, que celui qui veut prendre son indépendance le prenne. Et quel a été le choix des populations africaines? Permettez que je donne les chiffres parce que c'est très important. Les Ivoiriens ont rejeté l'indépendance à 99,99%. Le Dahomey, Bénin actuel, à 97,84%. La Haute-Volta, Burkina Faso, à 99,18%. La Mauritanie, à 94,04%. Le Niger, à 78,43%. Le Sénégal, à 97,55%. Le Soudan français, actuel Mali, à 97,54%. Le Gabon, à 92,58%. Le Moyen Congo, l'actuel Congo-Brazzaville, à 99,38%. Le Bandit-Chari, l'actuel Centrafrique, à 98,77%. Le Tchad, à 98,29%. Et Madagascar, à 77,64%. Comme je le dis dans mon dernier livre, quand après plus d'une décennie de dénigrement en roue libre de la colonisation, près de 12 millions d'électeurs de l'Afrique noire votent à plus de 9 sur 10 pour maintenir les liens privilégiés avec la France, pour rejeter l'indépendance, dire que cette colonisation fut un crime est une grave insulte proférée contre ces électeurs. Ils seraient tellement idiots qu'ils ne voient pas la misère dans laquelle ils vivent. Pourtant, eux, mieux que quiconque, savent d'où ils viennent. Eux, ils voient leur cadre de vie changer. Ils voient des villes se bâtir. Ils voient des routes et des ponts se construire. Ils ont des hôpitaux où se soigner. Leurs enfants vont désormais à l'école. Ils ont le train. Ils ont la radio.
Ils possèdent de plus en plus une voiture. Les Africains de l'après-guerre ne sont pas les idiots que les propagandistes anticolonialistes voudraient qu'ils soient. Alors, la question qu'on peut se poser à ce stade, pourquoi y a-t-il eu les indépendances de 1960, en tout cas dans l'espace francophone, si les populations ont rejeté l'indépendance? C'est un sujet très intéressant, j'en parle longuement dans mon livre, et je vous promets une vidéo sur la question. Alors, puisque le vote était libre, seule la Guinée choisit l'indépendance immédiate à 95,22%. La Guinée, attirée par les chants des sirènes communistes, la Guinée et le Ghana lancent l'Union des États africains, clairement affichée dans le camp soviétique, avec une visite de soutien, tenez-vous bien, du président du Présidium du Soviet suprême, Léonid Brejnev lui-même, vient soutenir l'Union des États africains. Qu'est-ce que ça donnait? Sékou Touré, rapidement désillusionné, ne tarde pas à claquer la porte de cette inconsistante union. Ce chiffon de papier, comme disait le Nigérian Mandi Azikiwe. Le leader guinéen tombe dans une paranoïa qui fait de son pays l'une des premières dictatures sanguinaires de l'Afrique noire indépendante et aujourd'hui encore l'un des plus retardés du continent. Tout ce qui précède, je sais, n'est pas l'histoire qu'on vous raconte. On vous raconte que la colonisation fut un mal absolu et que c'est généralement par la lutte, voire même armée, que les braves populations ont arraché l'indépendance. Ce ne sont que des histoires. Malgré ce rejet massif de l'indépendance dans l'espace francophone, le dénigrement de la colonisation n'a jamais cessé, à tel point que plus on s'éloigne de la colonisation, plus elle est décriée. Regardez aujourd'hui, comment l'opinion africaine parle de la colonisation. On ne veut plus du CFA parce que c'est une monnaie coloniale. Dans un vrai délire. On fait croire aux nouvelles générations, nées 30 ou 40 ans après les indépendances, que la colonisation était comparable à l'apartheid. J'ai entendu ça. L'apartheid plébiscité par les colonisés. C'est les prendre vraiment pour des imbéciles. Par le mensonge, on réussit à isoler de plus en plus l'Afrique noire de la réalité de son passé. Bref, dans cette décennie 1940-1950, ces intellectuels et historiens occidentaux, en manipulant l'histoire de l'Afrique noire au profit du bloc soviétique, ont fait du monde noir une grosse victime collatérale. Parce que ce n'était pas le monde noir qu'ils visaient, c'était leur propre pays. Ce sont des misanthropes qui n'aiment pas leur pays, donc ils sont toujours avec les ennemis de leur pays. Ils étaient avec le communisme stalinien, aujourd'hui ils sont avec les islamistes, radicaux, c'est les mêmes. En lui instillant que la race noire n'a toujours été qu'une victime, ou en lui faisant admettre que son peuple n'a aucune responsabilité dans les tragédies de son passé, c'est une orientation nuisible que l'intelligentsia occidentale a imposée à une classe politico-intellectuelle noire naissante. Il faut noter que les Senghor, Césaire, Fanon, Damas et autres, au sortir de la guerre, étaient des jeunes gens qui étaient dans la vingtaine, dans la trentaine. Ce sont donc des jeunes noirs cooptés et formatés par l'intelligentsia parisienne pour servir la cause de leur combat idéologique et politique. Aujourd'hui, près de 80 ans après cet épisode de notre histoire, il serait vraiment désespérant que nous ne soyons pas capables, avec le recul, de revisiter avec plus de discernement ce qui s'est passé. Oui, le monde noir est une victime collatérale de la manipulation de l'histoire. Il en résulte un monde noir qui, depuis les indépendances, et aujourd'hui encore, à travers ses élites politiques et intellectuelles, manque majoritairement d'exigences envers lui-même et perd trop de temps en jérémiade contre les autres. Alors évidemment, tout cela a une conséquence qui est que beaucoup des nôtres se sentent blessés dans leur amour propre, ressentent un mépris, ressentent une humiliation
C'est tout à fait compréhensible. Si on vous dit que vos parents ont toujours été victimes d'injustice, mais c'est normal que vous en ressentiez quelque chose. Et que, surtout, vous veuillez faire quelque chose pour rétablir l'équilibre. Donc, on voit qu'il y a une certaine animosité qui est charriée dans l'opinion africaine, une certaine volonté de vouloir réhabiliter son peuple. C'est légitime, c'est compréhensible et c'est normal. Malheureusement, oui, malheureusement, au nom des entreprises de réhabilitation, figure l'invention historique réparatrice, qui se caractérise par un élan cocardier mal à propos, glorification sans nuance du passé du noir, ou noircissement de grandes figures africaines de l'Antiquité. On a noirci Ramsès II, maintenant ce sont le Carthaginois Hannibal, oui, c'est un noir, Cléopâtre de la dynastie ptolémaïque égyptienne, Cléopâtre était noir, Saint-Augustin, le père de l'Église, ils sont tous soumis à une cure de bronzage historique. Nous n'avons pas besoin de nous faire plaisir par l'invention d'un monde noir imaginaire, fait uniquement de beauté, de grandiose, de concorde et de gloire. Ce monde édénique n'existe nulle part, ni chez les blancs, ni chez les jaunes, ni chez les rouges, nulle part. Pour tout peuple, c'est une grande responsabilité que d'écrire l'histoire, car elle doit donner des repères justes aux générations présentes et futures. Il n'y a qu'à s'intéresser un peu à l'histoire des autres pour constater qu'ils ne se fourvoient point dans la contemplation béate de leurs anciens. Non. Une glorification sans nuance du passé abrutit sûrement les masses et les handicaps dans la construction d'un avenir plus prometteur. L'une des conséquences recherchées de cette falsification de l'histoire, je l'ai dit, est cette haine du blanc, dont une certaine opinion noire est prisonnière depuis de nombreuses décennies. En 1956, déjà, 1956, Aimé Césaire, réalisant cette instrumentalisation du monde noir par la gauche révolutionnaire, Aimé Césaire, qui les connaissait bien, il a été de la Cénacle, c'est lui l'auteur du discours sur le colonialisme. Aimé Césaire claque à grand bruit la porte du Parti communiste français en souhaitant que, je le cite, marxisme et communisme soient mis au service des peuples noirs et non les peuples noirs au service du marxisme et du communisme. Césaire dénonce dans sa lettre de démission, je le cite encore, l'habitude de faire pour les noirs, l'habitude de disposer pour les noirs, l'habitude de penser pour les noirs, l'habitude de contester aux noirs ce droit à l'initiative. Césaire, en 1956, se rend bien compte que ces gens-là n'agissent pas pour les intérêts du monde noir. Et il les quitte, comme Houphouët-Boigny l'avait fait en 1951, l'avait déjà fait en 1951 avant lui. La révolte de Césaire sera malheureusement sans effet. Et aujourd'hui encore, c'est la haine portée par une certaine gauche révolutionnaire occidentale qui instrumentalise une trop grande partie de l'opinion noire qui se croit éveillée. Par ailleurs, il n'est pas sain pour les Noirs de ne se voir qu'assiégés par les autres, les Arabes, les Juifs, les Blancs occidentaux, les Chinois ou autres. Certes, le Conseil des Nations a toujours été fait de compétition. Oui, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Mais de là à se persuader que les autres sont les responsables exclusifs de tous ces malheurs est totalement déraisonnable. Autant qu'il est inutile de vouloir sublimer son passé au point d'oublier ses responsabilités d'aujourd'hui. Aujourd'hui, une de nos préoccupations devrait être d'éviter cette scène peu glorieuse de cette jeunesse noire qui risque sa vie à travers Sahara et Méditerranée pour fuir la misère, pour se donner des perspectives en Europe. Pourtant, nos pays africains sont si riches. Aujourd'hui, dans le Conseil des Nations, les rapports sont loin
d'être favorable au blanc occidental, à l'Europe. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que l'Occident est en perte d'influence, que l'Occident se cherche. Alors, à force de crier à tout bout de champ, au blanc, nous restons inattentifs aux évolutions en cours, divertis que nous sommes par une obsession à la Don Quichotte. Non, nous devons nous ressaisir. Parlons un peu de vérité historique. J'ai appris dans les commentaires, suite aux premières vidéos, que les groupes d'hommes blancs de peau n'existaient pas encore il y a 8000 ans. L'assertion me semble invraisemblable, mais pourquoi pas? L'histoire étant une matière coutumière de divergence de vues, un autodidacte comme moi préfère se fier à des informations, à des affirmations partagées par une majorité de spécialistes de toutes les régions du globe. La vérité historique ne peut pas être idéologique, confidentielle, régionale ou raciale. Non. Ceci étant, le consensus ne rassemblant que des experts partageant le même engagement idéologique ou politique ont peu de valeur à mes yeux. Oui, il faut faire attention au consensus scientifique, car un consensus n'est pas une preuve, surtout en ces temps de sciences trop idéologiques. N'y a-t-il pas un large consensus sur les supposés crimes de Léopold II, le fondateur du Congo? Consensus entièrement démoli aujourd'hui par un simple exercice de bon sens. Alors, cette histoire de la génération spontanée du blanc il y a 8000 ans, est-ce un fait avéré et accepté par une majorité des historiens de toutes les régions du globe? Ou alors, est-ce une vérité n'appartenant qu'à un cercle de militants radicalisés? Voyez-vous, je prends à mon compte ce propos du Congolais Marcel Yabili. Je le cite. « Je ne suis pas historien et je ne cherche pas à en usurper le titre. Je suis un consommateur passionné des œuvres des historiens. Je les admire lorsqu'ils n'abusent pas des gens. » Alors, dans les commentaires, j'ai vu aussi que certains me qualifient de traître, disent qu'ils roulent pour le blanc, que j'ai le narratif du blanc. Alors, si nous voulons être utiles au débat, il faut éviter les préjugés faciles et les procès d'intention, comme qualifier ceux dont nous ne partageons pas les opinions de traîtres. Tous, nous devons résister à cette facilité de combler la faiblesse de l'argumentaire ou le manque d'assurance, tout simplement, par des tentatives de disqualification morale du contradicteur ou par des propos violents ou injurieux. Je mets cela sur le compte d'une certaine exaltation, rien de bien grave. Mais nous devons avancer. Et pour avancer, nous devons garder notre calme et surtout faire l'effort d'apprendre notre histoire. Et alors nous comprendrons que les autres ne sont pas les principaux responsables de nos malheurs. Alors oui, je veux l'affirmer ici, je ne suis pas dans un combat noir contre blanc, ça ne m'intéresse même pas. Ni d'ailleurs noir contre quelque autre couleur de peau que ce soit. Car les autres ne sont pas la source principale de nos difficultés. Et je parle avec mon vécu de 20 ans en tant que haut cadre dans une entreprise publique de mon pays, la Côte d'Ivoire. Notre problème, ce n'est pas les autres. J'affirme ici que ma préoccupation est un monde noir qui se retrouve lui-même d'abord pour ensuite contribuer à l'édification d'une humanité apaisée et solidaire. Pour se retrouver, il faut se défaire de ce fantasme qui fait croire qu'avant l'arrivée de l'homme blanc, le monde noir était un paradis unifié de bisounours souriants. Il faut sortir de cette fiction-là. L'Afrique n'entamera un redressement durable qu'après une prise de conscience de ses propres capacités. Connaître ses propres capacités nécessite une connaissance dépassionnée de son histoire.
savoir autant apprécier ces belles épopées que regretter ces pages sombres. Être en mesure autant de célébrer ces héros que de condamner ces rois fainéants ou malfaisants, ces barons pillards ou ces élites trompeuses. Oui, l'Afrique doit apprendre à faire un inventaire sans complaisance de son histoire, sorti de l'influence des africanistes blancs. Nous n'avons rien à cacher ni à nier dans la réalité de notre passé. Notre histoire, nous devons l'assumer pour pouvoir avancer. Arrêtons de nous raconter des fables pour nous flatter entre nous. Ressaisissons-nous. La bonne marche d'une société n'est jamais le fruit du hasard, mais le résultat des ambitions d'une élite patriote, dotée du sens de la responsabilité publique, réfléchie et compétente. Une élite attachée au service de l'intérêt général de son peuple. Alors, quand une communauté connaît la régression socio-économique pendant de nombreuses décennies, il ne faut pas aller chercher les principales causes ailleurs que dans les capacités de ces élites politiques et intellectuelles. Ressaisissons-nous. Un mal, pour être soigné, a besoin d'être identifié. Si on ne sait pas c'est quoi le mal, on ne peut pas le soigner. Si l'esclavage, ce mal qui a fait que pendant de nombreux siècles, nous avons vendu les nôtres, n'est pas reconnu pour être conjuré, les sociétés africaines ou les communautés noires partout dans le monde auront toujours du mal à faire la promotion de la dignité humaine. Regardez les États d'Afrique noire, comme d'ailleurs de certaines communautés noires loin d'Afrique aujourd'hui. Regardez l'état dans lequel nous sommes. L'enjeu est de taille. Il ne faut pas croire qu'on peut se raconter gratuitement n'importe quoi. Ce n'est pas une affaire de défendre le blanc. Quel intérêt? Il est question de mettre l'opinion noire dans la prédisposition du repentir. Et seul le repentir nous ouvrira la voie à l'absolution des fautes et à la libération des énergies positives qui sont en nous. Le potentiel est là, il est en nous. J'invite ceux qui comprennent l'enjeu à rejoindre cette sensibilisation, cette œuvre de miséricorde spirituelle. Si vous aimez ou avez quelques propos pour alimenter l'échange, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter.